Et ce paradigme pourrait, ou du moins, s'opère déjà du côté du Niger. Ça sera donc désormais au peuple de choisir la nature des relations qu'il voudrait entretenir avec Paris. C'est en gros l'essentiel à retenir de l'interview, entre autres, du général Abdourahmane Tiani. C'était le week-end dernier, une interview en langue locale, en deux langues locales. Il n'a pas parlé en français, le général Abdourahmane Tiani. Il s'est surtout exprimé en deux langues locales du côté du Niger. Prenons tout d'abord, mesdames, messieurs, cet extrait du leader du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, juste derrière, messieurs. Vous pourrez bien sûr commenter cette actualité. On prend l'extrait avec le concours de la réalisation. Après le départ de l'ambassadeur et des militaires, ce sera au peuple nigérien de décider des futures relations avec la France. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. La France dit qu'elle est là, patient parfum d'homme, pour lutter contre le terrorisme, mais une présence de plus d'une décennie qui n'a malheureusement servi à rien. La situation s'est plutôt aggravée sur le terrain. En tout cas, le constat dressé clairement par le général Abdourahmane Tiani aujourd'hui, on va dire, est certainement alarmant, mais est-ce que vous le comprenez aujourd'hui quand il parle de ce changement du paradigme, mais surtout pour lui de mettre au devant de la scène le peuple, quand c'est désormais le peuple qui doit choisir la nature des relations qu'il voudrait entretenir avec Paris? Mais de plus en plus, je crois que nous devons être heureux, parce qu'on a l'impression que les éléments de langage que nous avons employés ici pendant très longtemps commencent à être repris par les hégémons aussi importants comme le chef d'État nigérien actuel. Oui. C'est-à-dire que ces éléments de langage qui étaient le fruit de notre analyse de la situation, oui, et qui aboutissaient à une réalité qui était celle de savoir que la présence militaire française en Afrique, on ne voit pas les dividendes. Oui. On se pose même des questions si elles ne viennent pas pour comment dire ça, régler d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes qui sont évoqués. Oui. Par exemple, est-ce que la présence militaire française dans la bande sahélo-sahélienne n'a pas pour vocation de protéger les intérêts de Paris? Nous avons répondu par l'affirmative depuis très longtemps. Oui. Ça n'a rien à voir avec des conduites contre le djihadisme ou bien le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne, parce que le narratif de Paris était de nous dire il faut anticiper en amont pour combattre les terrorismes dans la bande sahélo-sahélienne, pour empêcher qu'ils puissent venir commettre des attentats sur le sol français. C'était ça l'alibi qu'ils utilisaient. Mais nous, après avoir longtemps réfléchi sur la question, analysé la question, mais surtout, oui, compris que malgré cette présence massive, malgré ces moyens de renseignement énormes, malgré d'ailleurs le fait que la France était plus seule, elle a pu s'entourer d'autres pays, les États-Unis, qui ont quand même 1000 ans, il ne faut pas l'oublier, ils ont une base de drones à Agadez, les terroristes continuent de frapper les populations civiles dans la bande sahélo-sahélienne. Alors, ça veut dire qu'on nous a vendu n'importe quoi. Et il le dit, il le reconnaît. À l'époque, beaucoup de dirigeants de l'Afrique ne disaient pas aussi clairement, n'énonçaient pas aussi clairement cette réflexion, ce constat que nous avons fait sur le plateau de télévision, ça fait depuis très longtemps déjà. Que le président Tiani, le général Tiani, revienne à le dire, pratiquement mot pour mot, ce que nous disons depuis très longtemps, cela veut dire que c'est une sorte de victoire pour nous. Nous n'avons pas prêché dans le désert, nous ne sommes pas trompés, nous étions dans le vrai. Oui. C'est une sorte de victoire pour nous aussi, parce que vis-à-vis de Paris, qui continue de dire que nous sommes instrumentalisés par Moscou pour tenir ses discours, il voit donc maintenant que ce n'est plus une affaire de Moscou.
C'est un constat fait par les exécutifs des pays qui sont au chaudron vis-à-vis de cette question, de ce terrorisme-là. Donc, nous sommes complètement en phase avec nos dirigeants aujourd'hui. C'est pourquoi vous comprenez quand il dit désormais, ça sera au peuple de définir la nature des relations qu'il voudra entretenir avec Paris. Mais c'est ce que moi j'ai toujours dit sur ce plateau. J'ai dit, quand je dis à Paris, vous avez tellement commis de gaffes, vous avez tellement commis de bourdes, qu'il n'est plus question aujourd'hui pour des États, pour des peuples libres, indépendants réellement et souverains, d'accepter de continuer ce type de relations incestueuses que les régimes précédents ont eu avec vous. Des régimes néocoloniaux. La nouvelle indépendance de l'Afrique, je l'ai vécu en République centrafricaine, a une nouvelle constance du point de vue du type de relation. C'est comme maintenant, c'est au peuple de décider le type de relation qu'on aura avec Paris. Ce sont des relations qui nous seront imposées par le biais de ce que vous savez, les accords de coopération, etc., etc. Non, maintenant c'est le peuple qui va dire à Paris, vous voulez continuer à commercer avec nous, à avoir des relations diplomatiques avec nous, ça va être dans tel cadre, voilà le cap que nous fixons. Ce n'est plus à vous de fixer ce cap-là, c'est à nous de le fixer. Et c'est ça la souveraineté. Et c'est ça l'indépendance. Et vous voyez, le général Tchani va loin. Dans cette interview, il ne parle pas français. Il ne donne pas cette interview en langue française. Il donne cette interview en, vous savez, de deux langues. Mais j'ai beaucoup plus suivi une langue que je comprends un peu, qui est le Haoussa. Alors vous vous souvenez que pendant que la CEDEAO menaçait ce hors de Paris d'attaquer le Niger, je vous avais dit sur ce plateau qu'il faut faire attention. Il y a une forte communauté Haoussa et au Niger et au Nigeria. Comme c'est le Nigeria qui était présenté comme la tête de proue, n'est-ce pas, de cette opération militaire visant à détruire le Niger. Je vais vous avouer, ça va être très compliqué pour le peuple du Nigeria qui sont Haoussa d'accepter qu'une opération militaire parte de leur territoire pour aller détruire, aller tuer leurs propres frères du côté du Niger. Mais c'est aussi une réponse pour le président français qui avait estimé que l'ancien président Mohamed Bazoum avait été déchu parce qu'il faisait partie d'une minorité ethnique du côté du Niger, en quelque sorte. Là encore, vous parlez à un vieil épiciste. Ça a toujours été leur rendement. On appelle ça, en jargon facile, les oppositions africaines. La France s'est toujours comportée comme ça, par le biais de cette tactique des oppositions africaines, divisées pour mieux régner. Et ils prenaient toujours, pour exemple, pour dire que c'est ça la démocratie, les gens qui dans leur entendement étaient issus des tribus minoritaires, pour leur imposer à la majorité du pays. Mais aujourd'hui, en Afrique, qu'on soit minoritaire ou bien qu'on soit majoritaire, on a compris le jeu de Paris. Mais pourquoi la France ne dit pas pour l'Algérie? Je vous rappelle que l'Algérie vient de prendre une décision grave d'interdire l'enseignement de français même au niveau de secondaire. Les programmes scolaires sont revus. Complètement. Ils ne seront plus calqués sur le modèle français. Alors, à partir de ce moment-là, ce n'est plus seulement dire qu'on va encore créer, comme à l'accoutumée, des divergences entre des ethnies peut-être minoritaires dont le fils était au pouvoir, contre la majorité qui ne veut pas de ce fils, l'ethnie minoritaire au pouvoir, et qu'on focalise et on structure le débat politique et les antagonismes politiques à ce niveau. Aujourd'hui, c'est la question des intérêts du peuple. Vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous défendez les intérêts du peuple? Oui ou non? Oui. À partir où vous avez le soutien de tout le peuple. Que vous soyez de l'ethnie minoritaire, c'est même pas ce qu'ils appellent l'ethnie, dans ce cadre-là, minoritaire ou pas, parce qu'ils oublient une chose. L'Afrique a comment dire ça? Nous sommes tous les enfants de cette mer-là, qu'on appelle la mer Afrique. Parce que quand on va dans le fond, creuser, pour atteindre d'où nous venons, qui nous sommes un seul et même peuple. C'est ce qu'ils oublient. Et là, le président Tchani vient de le leur démontrer avec beaucoup de brio en donnant cette interview dans les langues majoritaires, les langues nationales de son pays, pour dire aux Français que cette tentative de continuer à manipuler, cette tentative de continuer à entretenir des oppositions factices et qui créent souvent, on l'a vu en Côte d'Ivoire, l'un des randames de M. Ouattara et ses Soro et compagnie, c'était en Côte d'Ivoire, on ne voulait pas voir quelqu'un en boubou sous le règne de M. Gbagbo. Alors qu'on a des images de Gbagbo opposants qui portaient déjà le boubou. On ne veut pas de moi parce que je suis du Nord. On ne veut pas de moi parce que je suis musulman. Ce sont des arguties à la petite semaine qui ne tiennent plus. Parce que les peuples vivent, je sors par là, ils vivent la peur, la détresse.
Ils vivent avec des marques de sang. Ils vivent avec la peur constamment dans le ventre parce qu'ils savent que les armées d'occupation prétendument appelées occidentales qui sont sur le sol n'ont pas pour vocation de les défendre. Au contraire, elles sont là pour attiser davantage de feu, jeter davantage de l'huile au feu pour justifier leur présence, parce que sur leur présence en réalité, elle est là pour continuer à accéder à nos ressources de manière indéfinie, et vraiment en payant cela d'un, comment on appelle ça, à vil prix. Non, il est prêt à vil prix pratiquement. Il y a une expression française qui le dit mieux. Et c'est ça le côté perfide, n'est-ce pas, de cette diplomatie française. On va réécouter le général Abdourahmane Tiani, puisque clairement aujourd'hui, ce qu'il dit corrobore entre autres également votre argumentaire, ou du moins votre analyse, patient parfum d'homme. On va le réécouter avec notamment le concours de la réalisation avant de vous passer la parole à Abdel Djelil Fadoul. Après le départ de l'ambassadeur et des militaires, ce sera au peuple nigérien de décider des futures relations avec la France. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. De l'eau de roche. Alors, il dit pratiquement tout. En 30 secondes, pratiquement, le général Tiani Abdel Djelil Fadoul, il nous plonge justement dans ce que vivent les Nigériens, il nous plonge également dans ce que vivent ces nouvelles autorités aujourd'hui. Quand elles sont arrivées au pouvoir, la France a tenu un conseil de sécurité du côté de Paris, comme si le Niger était un département français. Mais aujourd'hui, on le voit bien mesuré dans ce qu'il dit, le général Tiani. Il laisse néanmoins une porte ouverte à la coopération avec Paris, mais à condition que ce soit le peuple qui définisse clairement le cadre de coopération qu'il voudrait aujourd'hui avec Paris. Ça, c'est quand même la grandeur d'un dirigeant. Merci, monsieur Boudeley. Je salue, parce que vous avez bien lu entre les lignes, comme vous venez de dire, il est trop affirmatif. Oui. Le général Tiani vient de nous apprendre des choses, à mon sens, qui sont très importantes ici. Lesquelles? La première, il nous dit que c'est au peuple, désormais, va décider comment les relations entre le Niger et la France vont évoluer. Et deuxièmement, il nous dit que la France a échoué dans sa soi-disant lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas des mots vides de sens. Oui. D'abord, il nous apprend une chose de très importante, que le Niger, depuis le premier président, Hamani, je crois, jusqu'ici, le Niger n'a jamais été indépendant. Cela ne va pas dire qu'il n'y a pas eu des dirigeants panafricains et qui ont tapé la main sur la table et dire que désormais nous ne pouvons pas accepter une domination ou des diktats. Oui. Mais pour lui, il affirme que désormais, ce qui veut dire que, comme le dit le proverbe camerounais, si un aveugle vous menace, c'est qu'il a posé des pieds sur un caillou. Donc ce qui veut dire que, comment on appelle, il connaît même les forces du peuple nigérien pour qu'il ne va pas commettre les mêmes erreurs et retomber dans l'ancien ordre. Voyez-vous, non? Donc, il nous apprend que voilà, nous, le peuple nigérien, le passé est dans le passé parce qu'il faut aussi remonter. Le peuple nigérien a fait une résistance remarquable contre l'envahisseur français.
Je vous rappelle qu'il y a un lieutenant, son nom m'échappe actuellement, français, a été aussi assassiné ou a été tué lors de cette résistance contre le peuple nigérien. Donc, le peuple nigérien, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple fier, c'est un peuple qui n'accepte pas qu'on lui dicte certaines choses. Et désormais, voilà, le peuple nous comprend. Et voilà, nous avons décidé d'aller de l'avant. Et puis, au contour de cela, il y a l'alliance du peuple ou bien des États sahéliens qui viennent d'être créés. C'est quelque chose d'inédit. Il y a la charte du Liptako Gourma, récemment signée d'ailleurs entre le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Et bien sûr. Voilà, ce sont ces choses qui amènent aux dirigeants d'affirmer, de prendre des discours affirmatifs. Désormais, si la France s'en prend au Niger, c'est que le Sahel entier sera sur le dos de la France. Et je vous rappelle que ces gens-là ne sont pas aussi, comment on appelle, courageux que cela pour vraiment accepter les rapports de force. Voyez-vous, non? Et deuxièmement, il nous apprend aussi quelque chose de très important. Dire que la France a échoué, bien sûr. La France a échoué dans la lutte contre le terrorisme. Et il met aussi au conditionnel, si la France était venue pour combattre les terroristes, ce qui veut dire qu'il ne croyait même pas à la lutte contre le terrorisme que la France menait. Comment ça fait-il que cette même France a attaqué la Libye aux côtés de ces soi-disant djihadistes, que nous les appelons des terroristes, pour mettre en mal le régime de Kadhafi et après venir combattre au Sahel? C'est quelque chose de très douteux et nous ne pouvons pas vraiment comprendre une telle chose. C'est pourquoi le général Tchiani affirme que le peuple nigérien est désormais pris ses responsabilités, ne se laisse pas se faire dicter dans son destinée. Voilà ce qu'il est en train de le dire. Voilà. Merci à vous, Abdel Fadoul. Je pense qu'on va prendre le troisième invité de cette édition du Point sur l'actualité. Il s'agit bien sûr d'Omar Amadou Issoufou, dit Diapenda. Je rappelle que vous êtes nigérien, vous êtes surtout activiste panafricain. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir M. Nguyen, bonsoir à mes co-panélistes et tous les doyens sur le plateau. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media Africa. Merci de m'avoir invité. Alors, nous vous prenons à chaud, Omar Issoufou, sur la sortie du général Tchiani. Il laisse une porte ouverte. Bien que les relations entre Paris et Niamey aujourd'hui soient clairement au point mort, le général Abdourahmane Tchiani laisse une porte ouverte tout de même à ce partenaire-là, mais à une condition. Il faudrait que ce soit le peuple, la décision vienne du peuple, que ce soit le peuple qui définisse clairement le cadre de coopération. Est-ce que vous le comprenez, le général Tchiani? Effectivement, aujourd'hui, le général, vous l'avez vu, vous l'avez fait jouer ici sur le plateau. Oui. Et son intervention en langue nationale, donc il l'a fait en Hausa et en Germain. Oui. Chose qu'on doit vraiment saluer parce que c'est la seule façon de faire, en tout cas, comprendre au peuple que cette lutte appartient au peuple du Niger et que désormais le peuple est en tout cas responsable de son avenir et c'est au peuple de tracer sa ligne et sa direction pour la réussite et pour le développement. C'est très clair. Donc nous, les Nigériens, déjà, nous n'avons pas une haine contre les Français. Nous l'avons toujours dit, comme d'ailleurs le peuple d'Afrique. Nous n'avons aucune haine contre le peuple français. Nous cherchons en tout cas des relations. Oui. Et cette fois-ci, la France s'est comportée parce que dans le discours du général, il l'a bel et bien dit qu'ils ont pris les responsabilités parce que le peuple en a besoin. Il a dit en langue. Il disait au peuple du Niger qu'il y avait eu un moment où on ne sait même pas qui est qui, tellement l'insécurité a pris de l'ampleur, malgré que nous avons des relations et des coopérations avec cette même France qui crie sur la toile qu'elle a été injustement chassée du Niger. Et cette France n'a pas pu assumer. Et encore, il y a des détournements, l'injustice, l'impunité qui est partie jusqu'au comment on appelle, au plus profond du pouvoir. Donc les gens qui sont corrompus sont ceux qui gouvernent. Donc il n'y a plus de solution. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et c'est ce qu'ils ont fait.
Ils l'ont fait pour le bien du peuple. Donc maintenant, désormais, tout sera discuté avec le peuple du Niger. Si nous voulons vendre notre uranium, le peuple va discuter son prix. Nous n'empêchons personne de venir acheter. Nous sommes ouverts à tout le monde. Mais maintenant, les mesures vont être en tout cas prises qui va permettre au peuple du Niger de goûter le prix de l'uranium. Nous, au Niger, on ne connaît même pas l'uranium. Il y a ceux qui ne l'ont jamais vu. Jamais. Même dans nos musées, il n'y en a pas de l'uranium, on ne voit pas. Donc maintenant, Dieu merci, le pouvoir a changé, le patriotisme, la révolution patriotique est à la tête de l'État. Donc le peuple va s'épanouir très bientôt. Voilà ce que je veux dire pour un premier début. Mais qu'est-ce que cela va concrètement changer en parlant de l'implication du peuple dans le choix des partenaires stratégiques du Niger aujourd'hui, donnant cette possibilité, mais surtout cette faculté au peuple de choisir librement ses partenaires? Qu'est-ce que cela devrait changer pour le quotidien, pour votre quotidien en tant que Nigérien? En tout cas, cela va changer beaucoup de choses dans la vie du Nigérien parce que nous connaissons en tout cas le mal aujourd'hui qui mine notre société. Nous connaissons vraiment cette misère que la France nous a laissée comme héritage qui aujourd'hui empêche le peuple d'épanouir, de s'épanouir bien sûr. Et maintenant, c'est que ça va changer. Le peuple va décider et le peuple va guider ce pouvoir à réaliser les projets tant attendus, tant chantés, parce que le barrage de Kandaji fait partie parmi les projets phares de la République du Niger. Donc, le barrage de Kandaji va permettre au Niger d'avoir son autonomie, voilà, c'est-à-dire énergétique. Depuis plus de 35 ans, plus, ce barrage n'a pas été réalisé. Mais je pense que maintenant, le peuple lui-même va décider comment l'argent du peuple va être distribué pour que les plus démunis puissent être dans leurs droits. C'est la seule chose aujourd'hui qui nous anime de joie. Mais il y a également à côté de ce barrage que vous évoquez, M. Omar et Soufou, l'exploitation de l'uranium. Le peuple doit se sentir impliqué suffisamment aujourd'hui, ce qui n'était forcément pas le cas avec l'ancien exécutif. Oui, exactement. Parce que c'était un pouvoir de clan, c'était un pouvoir d'amis, c'était un pouvoir d'alliés. Donc les alliés, et vous savez, le pouvoir, c'est-à-dire déchu de M. Mohamed Bazoum, que moi j'ai jamais reconnu d'ailleurs comme président, ce pouvoir avait en tout cas tout déchiré, le tissu social. Ils ont leurs alliés à part, ils ont leurs camarades, c'est eux qui dirigent. Le peuple n'a jamais goûté, en tout cas, quoi que ce soit dans nos revenus. Nos matières premières ne nous servaient pas, mais ça servait juste à alimenter un système et un réseau. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, oui, le fait de voir un vrai Nigérien, je vais le dire, je m'excuse, il y a ceux qui vont se sentir en tout cas vexés, mais aujourd'hui, nous sommes fiers en tant que Nigériens. Nous avons un fils digne de la République qui dirige un peuple souverain et une nation souveraine. Voilà pourquoi les Nigériens aujourd'hui se sentent dans leur peau. Quand Tchani parle, c'est le Niger qui parle. Cela nous fait plaisir en tout cas. Alors, c'est une preuve de plus quand on le suit, on l'écoute bien, Patient Parfum d'Homme. Il dit le peuple nigérien va donc désormais dicter la forme des futures relations de coopération avec la France. C'est une preuve de plus aujourd'hui qu'il n'y a pas de sentiment anti-français nulle part sur le continent africain. On l'utilise, Patient Parfum d'Homme, comme étant peut-être un prétexte pour montrer que non, les Africains détestent la France. Mais en fait, c'est la politique française aujourd'hui qui est vivement critiquée. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Non, écoutez, je pense que en employant, n'est-ce pas, cette rhétorique, oui, d'un sentiment anti-français, l'élite politique française veut se protéger. Oui. Elle va donner l'impression à son opinion interne qu'en réalité, il y a des gens qui ont des couteaux entre les dents, oui, qui ne veulent pas voir des Français chez eux. Or, c'est faux. Oui. La France, l'Afrique, le peuple africain au-delà même de la France, a toujours été un peuple accueillant, a toujours été un peuple aux bras ouverts, donnant l'hospitalité aux voyageurs, à l'étranger. Oui. Parce que c'est notre culture, quoi. Mais, comme disait Aimé Césaire, on a une malchance. Surtout nous,
des Africains dits francophones. Je n'aime pas beaucoup l'expression qui ne veut rien dire. C'est d'avoir rencontré la France sur le chemin. Nous avons eu cet étranger qui s'est imposé chez nous et qui a fait de nous son grenier, si vous voulez. Nous sommes dans la zone sahélienne, son grenier à Mille ou bien à Sorgho. Au détriment des peuples, des enfants de cet espace. Et cette élite politique française n'a pas su construire de nouveaux pôles de savoir qui leur soient endogènes en termes de capacité d'avoir des coopérations saines avec d'autres peuples pour qu'ils puissent justement ne pas dépendre totalement et même de manière outrancière de l'Afrique aujourd'hui. Leur difficulté, c'est que quand on va couper les nœuds gordiens là, ils sont morts. C'est pour ça que je continue de dire, attention, nous sommes en train de remporter des batailles, nous n'avons pas encore remporté la guerre. Il faut continuer d'être vigilant. Il faut continuer d'être vigilant, de mobiliser le peuple. Alors, tout à l'heure, on parle du peuple. Mais tout le peuple n'ira pas prendre de décision. Il faut donc réorganiser totalement nos pays et nos espaces pour justement donner le pouvoir au peuple. Pour donner la possibilité aux gens qui vont nous représenter, si c'est la forme parlementaire qu'on continue d'adopter, qu'ils soient vraiment l'émanation de la volonté de ce peuple-là. Parlant du cas spécifique du Nigérien. Oui, mais... ou du moins dans tous les autres pays effectivement, qui ont ces dynamiques. Une chose, c'est de dire, le peuple gronde. Le peuple veut se libérer. Le peuple veut sa souveraineté. Mais ce n'est pas tout le peuple qui décide. Il y a quand même des gens qui décident au nom de ce peuple. Comme le général Tchani, par exemple. Il faut que ce soit donc des gens, n'est-ce pas, qui soient totalement l'émanation de cette volonté de ce peuple-là. Et c'est là où il y a la prochaine équation pour nous. Nous les avons chassés. Maintenant, il faut qu'on adopte un mode d'organisation, un mode de discipline qui reflète effectivement dans l'application des décisions qui seront prises la volonté du peuple. Et ça, et pour le faire, il faut qu'on se départisse de tout ce que nous avons eu comme l'espèce de gangrène que nous avons eu de notre contact avec ce pays-là qu'on appelle la France. Nos élites, la plupart de nos intellectuels, la plupart même de nos hommes de culture, ils se sont tellement mis à plat ventre devant les intérêts français qu'ils ont oublié qu'ils existaient et qu'ils existaient parce qu'il y a un peuple qui leur avait donné la possibilité d'être là. Et ce peuple-là demande des choses simples. Mon cher ami, des choses simples. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Issoufou qui nous dit mais depuis plus de 30 ans, il y a un barrage qu'on ne parvient pas à réaliser. Mais on n'a même plus besoin de barrage. Nous avons de l'uranium, non? Qu'est-ce qui coûte au Niger, n'est-ce pas, d'avoir une centrale nucléaire civile? C'est plus facile. On aura de l'électricité à foison. Et sans ce carburant-là, vous ne pouvez pas monter une quelconque industrie. Vous serez toujours, n'est-ce pas, en difficulté du point de vue de l'offre énergétique. Or, ce n'est pas un pays comme le Niger qui a un taux d'ensoleillement, carrément, surtout qui s'étend sur toute l'année, qui a de l'uranium, qui donne l'électricité aux autres, et qui lui n'a pas d'uranium. Je peux dire qu'à la limite, on n'a même pas besoin d'avoir cette centrale hydroélectrique. Il nous suffit d'une petite centrale nucléaire civile et non seulement de Niger, autonome en offre énergétique, non seulement de Niger, mais même les pays tout autour auront accès à cette offre-là presque gratuite. Et ce n'est pas magique de le faire. On peut justement le faire. Si la France considérait les Nigériens et les Africains comme des êtres humains, le Niger ne devait pas être dans le noir, comme c'est le cas aujourd'hui, où nous avons près de 90% de pays qui n'est pas du tout éclairé d'électricité venant du Nigeria. C'est surréaliste, c'est une aberration hors norme. Alors que nous avons tout. Ils ont pu dire, en termes de compensation, comme on vous paye trop, quand même, on va essayer de mettre un peu de bombe dans votre grosse plaie là, on va vous donner une centrale nucléaire civile. Pourquoi la France a été incapable de construire une EPR, les EPR là, n'est-ce pas, au Niger? Pourquoi? Avec tout ce qu'ils ont pris au Niger. Donc je dis, le moment est arrivé. Le peuple est mobilisé. Le peuple a réclamé ses droits et est en train de foutre dehors, n'est-ce pas, cet occupant-là, qui était en réalité un véritable mercenaire sur son propre sol. Maintenant, il faut réfléchir à des formes d'organisation authentiques et endogènes pour que, justement, cette volonté du peuple continue à se réaffirmer au niveau de sommet des États, au niveau des pôles de décision majeurs. Et c'est seulement comme ça que, progressivement,
vous allez voir que si cette architecture se met en place, vous n'allez pas convaincre un Nigérien qui n'est pas malien. Vous n'allez pas convaincre un Nigérien qui n'est pas burkinabé. Vous n'allez pas convaincre un Nigérien qui n'est pas nigérien, ni camerounais, etc., etc. Parce que nous sommes le même peuple, nous avons la même histoire, nous avons la même culture. Et c'est ça qui est important. C'est là l'enjeu central. C'est ce que je parle souvent en raccourci. Quand je vais finir avec le contentieux historique, je vous parle de l'unité politique de notre continent. Il va passer par là. Une meilleure organisation. Une organisation où mon frère qui est en face de moi, ce serait de me dire qu'il est tchadien. Non, il n'est pas tchadien, il est africain. Parce que les mots Tchad, les mots Cameroun, les mots Niger, les mots Nigeria, ce n'est pas nous qui avons décidé de nous appeler ainsi. C'est les autres qui ont tranché. Ils ont dit, vous c'est le Cameroun, vous c'est le Tchad, vous c'est le Nigeria. Mais quand on parle même du Tchad, entre 1901 et 1906, il y a encore des parties qui sont tchadiennes aujourd'hui qui étaient camerounaises. C'est ça l'histoire. Vous voyez donc que c'est en fonction de leurs intérêts qu'on a migré soit tchadien, soit camerounais, soit nigérien, etc., etc. Donc, honnêtement, on décidait de notre côté de le combattre, de le comprendre. Ceux qui sont au front actuellement, je dis bravo au général Tchiani, mais que cette culture-là, cette idée-là, cet esprit, qu'on commence à irradier complètement tout le corps social africain. C'est seulement comme ça que nous allons faire pour gagner, avec un peu de discipline, une meilleure organisation, une nouvelle idéologie qui n'a rien à foutre avec l'idéologie capitaliste néolibérale qui ne pense que enrichir les happy few et rendre misérable, n'est-ce pas, la large majorité, la frange majorité des peuples africains, surtout les maintenir dans la périphérie. Je crois que c'est là le centre, le nœud vraiment, je veux dire que le nœud du problème. Le nœud du problème, le centre du combat que nous avons amené aujourd'hui, il est là. Et il commence par des choses très faciles. Quand le général Tchiani parle en langue nationale, ça semble ne pas vous dire grand-chose. Mais ce n'est pas banal. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Imaginons donc, on parle nos langues. On a notre propre monnaie. On a notre propre diplomatie. On a notre art de guerre avec notre armée, construit avec nos propres réalités et notre propre expérience et notre propre science. On a même notre propre science. On l'écrit même à notre manière. Vous savez très bien que, en fonction des cultures, on ne résout pas les équations de la même manière. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, je crois que nous commençons à empiéter, à prendre de l'élan pour notre envol futur. Et Dieu merci, nos ancêtres ne nous abandonnent pas. Je suis convaincu que très rapidement, nous allons atteindre cet horizon-là. Voilà. Il est là, cet horizon. Il faut rapidement, il faut accélérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu le peuple nigérien célébrer, parlant justement d'une étape, d'un pas de plus vers la souveraineté au moment où on a rappelé, ou du moins au moment où Sylvain Ité a définitivement quitté le territoire nigérien. Mais on doit rester tout de même prudent aujourd'hui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il faut vraiment être prudent. Tantôt je disais, tant que nous avons, où il y a un escorpion dans la culotte, les organes génitaux ne sont pas à l'abri du danger. Cela vraiment dit beaucoup. Un scorpion dans la culotte, les organes génitaux ne sont pas à l'abri du danger. À l'abri du danger. Voilà, les gens là sont là dans, comment on appelle, la base française qui a menacé d'intervenir, agresser le Niger et déloger le général Tchiani et ses camarades et ramener Bazoum sur ses, comment on appelle, la fonction. Dans ses fonctions, cela prouve à suffisance qu'il y a un risque permanent du moment où il y a des forces négrières d'occupation qui s'y trouvent encore dans notre pays. Donc le danger est permanent tant que la France n'a pas quitté pacifiquement le sol africain du Niger. Et deuxièmement, comment on appelle, le général Tchiani a dit quelque chose de très intéressant. Lors des coups d'État, la France a fait un conseil de défense sur le cas du Niger. Moi, j'ai vraiment mis les mains dans la tête. Je me suis dit... Il se demande lui-même, général Tchiani, si le Niger est un département français. Comment ça fait-il que on organise un conseil de défense, de sécurité à Paris, alors que... À Paris. Cela prouve à suffisance que nos États africains doivent faire davantage pour aller vers une indépendance réelle. Sans une indépendance réelle, nous ne pouvons pas vraiment être respectés. Parce que je vous rappelle qu'à l'ère d'aujourd'hui, la France écrit des résolutions aux États africains, au niveau des Nations Unies.
Seulement, le Mali a réquisitionné la plume. Sinon, les autres États, jusqu'à maintenant, c'est la France qui a écrit à nos places des résolutions au niveau de l'ONU. Soyons sérieux. Et une indépendance ne peut pas vraiment se conquérir du moment où vous n'avez pas une souveraineté monétaire, vous n'avez pas une, comment on appelle, armée autonome et qui est en place. Vous n'aurez pas vraiment, comment on appelle, le choix pour aller décider et se respecter comme un État. Maintenant que ces États africains qui ont pris les responsabilités, j'ai fait allusion au Mali, comment on appelle, le Burkina et le Niger, ça fait chaud au cœur. Tout Africain est fier. Et tout espoir africain est logé dans cette petite partie du Sahel. Vous avez suivi peut-être les discours du Togo, qui est vraiment salutaire. Il dit que nous sommes fatigués à l'ONU. Nous sommes fatigués. Ce qui prouve à suffisance que, voilà, il y a vraiment un couloir. Les Africains ne veulent plus de cette relation du colon et colonisé. Et puis, il y a une masse populaire qui s'est conscientisée et qui épaule, comment on appelle, les dirigeants, d'où qu'ils viennent. Maintenant, au Niger, on nous parle des ethnies minoritaires et tout cela pour vraiment aller faire des guerres civiles comme au Rwanda et autres. Les Africains sont au-dessus de ces choses-là. Les gens vraiment veulent avoir des dignes fils qui répondent aux, comment on appelle, exigences du peuple. Aux aspirations profondes d'ailleurs du peuple. Oui. Voilà, c'est ce qui anime le peuple. Et non revenir pour aller faire ouvrir les anciennes méthodes, comment on appelle, essayer de cogner les peuples en jouant sur des fibres ethniques et tout cela. Et je suis sûr et certain, M. Baudelaire, parce que nous l'avons ici, comme le président Patient l'a dit ici, les panafricains ont toujours prédit et ils ont anticipé dans nos, comment on appelle, dans nos analyses ici. Peut-être vous vous souviendrez le jour où on demandait comment on appelle une fédération entre les États tels que le Mali, le Burkina et la Guinée. Oui, la Guinée. Oui, de manière partielle, après pour espérer les États-Unis d'Afrique. Maintenant, le Niger est venu. Pourquoi pas demain le Togo et puis de l'autre côté le Bénin. Ainsi de suite, c'est un espoir. Et personne ne peut arrêter une telle vague. La France va quitter l'Afrique. Elle veut ou elle ne veut pas. Comme comment on appelle les politiciens là-bas, les Zemmour et autres, les extrémistes aussi ont compris que cette vague va nous mettre dehors. Essayons de surfer sur cette vague que de résister. C'est ce qu'ils disent maintenant. Voilà ce que j'ai fait comme une lecture de la situation. Voilà, merci à vous. On va sortir de cette thématique avec vous, Omar Issoufou Diapenda, la sortie de votre président, ou du moins du général Tiani, qui parle donc de ce peuple-là qui doit prendre enfin ses responsabilités et définir le cadre de coopération qu'il voudrait plus que jamais aujourd'hui avec le peuple. C'est vrai, quand on le voit, ce peuple manifester en permanence sur le terrain, on le voit sortir, on le voit presser, mettre la pression, aussi bien on l'a vu, ce peuple-là mettre la pression autour bien sûr de l'ambassade de France, on l'a également vu manifester autour de la base militaire française aujourd'hui, mais est-ce que vous le sentez prêt aujourd'hui à réellement s'impliquer dans ce nouveau rôle que définit clairement le général Tiani? Effectivement, le peuple est au centre de cette lutte. Le peuple est au centre de ce combat, parce que le peuple du Niger est un peuple, en tout cas, qui est soudé, qui n'arrête toujours pas de soutenir les personnes sincères. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir sincère, un pouvoir légal et légitime dont le peuple a tant rêvé d'avoir au Niger. C'est aujourd'hui une grande fierté et une grande, comment on appelle, une avancée, c'est-à-dire du peuple du Niger dans cette lutte. Et tout de suite, mon frère qui est sur le plateau vient de le dire, que la France jouait sur la fibre ethnique afin de pouvoir créer du désordre au Niger, mais que si Emmanuel Macron, lui, en tant que président de la France, n'arrive pas à réfléchir, à comprendre les choses, au moins les populations et les peuples du monde qui l'écoutent doivent comprendre que ce qu'il est en train de dire ne tient pas. Si Bazoum était ethnie minoritaire, et si le Niger s'était né sur cette fibre ethnique,
Je pense que Bazoum ne va jamais diriger le Niger, même 24 heures, parce que la minorité ne peut pas diriger la majorité. Donc au Niger, il n'y a pas ça. Nous sommes tous une famille, nous sommes un peuple uni, et aujourd'hui le peuple a compris l'essentiel, c'est de sauver le pays. Après la victoire de ce pays, nous allons tout faire encore pour être avec nos compatriotes et nos frères d'Afrique, comme le frère vient de le dire. Nous voulons une Afrique unie, une Afrique libre, une Afrique indépendante, qui désormais sera responsable de ses dires et de ses engagements aux Nations Unies. On ne va pas prendre un papier délégué Emmanuel Macron pour parler au nom de l'Afrique. Les Africains vont s'exprimer dorénavant sur le plateau, sur la tribune des Nations Unies et dire les véritables problèmes de l'Afrique. Nous demandons juste le respect et la souveraineté. Nous voulons l'indépendance. Nous ne voulons pas de problème. Et j'ai parlé du barrage de Kandaji. J'ai vu le doyen est revenu sur la question. Le barrage, je l'ai évoqué pour dire que cette fois-ci, notre uranium sera, en tout cas, notre arme pour avoir de l'électricité au lieu de se focaliser sur un barrage plus de 30 ans qui n'a pas été réalisé et donne à dépenser plus de milliards et des milliards autour du peuple. Donc voilà ce que je voulais dire concernant le barrage. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers. Et le peuple est au centre. Les jeunes font même des patrouilles à Niamey. Ils contrôlent les voitures, ils interceptent tout ce qui est illégal, ils l'arrêtent et ils avisent et ils alertent les autorités. Donc c'est ça un peuple engagé. Vraiment, nous sommes fiers et nous voyons le peuple au centre de cette lutte. Voilà, le peuple nigérien plus que jamais donc au centre de sa lutte, tout comme